Mais d'abord, les arbitrages avant de soumettre au Parlement le paquet pouvoir d'achat. Que prépare le gouvernement? Que proposent les oppositions? Premier élément de réponse avec Mathias Arez. Le paquet pouvoir d'achat du gouvernement, la NUP présentait mardi son propre texte pour répondre à l'urgence sociale. Les familles ne savent plus comment elles vont pouvoir aller travailler quand Total, notamment, mais pas que, distribue des milliards de dividendes. Taxer les dividendes, de quoi dégager des marges de manœuvre et financer une série de mesures comme le SMIC à 1 500 € ou une garantie d'autonomie de 1 100 € pour les plus précaires. Le texte veut aussi autoriser un blocage des prix par décret, encadrer les loyers ou encore instaurer une première tranche gratuite de consommation d'énergie pour les ménages. On va travailler par amendement. Moi, la question que je pose au gouvernement, et c'est une question qui est de fond et qui est une question qui va conditionner aussi la manière dont nous allons travailler sur les 5 années qui vont venir, c'est: qu'êtes-vous prêt à accepter de notre part? L'exécutif qui doit présenter jeudi un paquet de mesures chiffré à 25 milliards d'euros. Ce matin, Elisabeth Borne et plusieurs ministres étaient réunis à l'Élysée pour plancher sur le sujet. Parmi les mesures attendues, un chèque alimentaire, un bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore une remise de 18 centimes par litre de carburant. C'est une indemnisation qui concernerait tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler et évidemment en fonction du niveau de revenu. Le prix à la pompe, c'est aussi la priorité des Républicains. Ils ont envoyé leur proposition pour le pouvoir d'achat à Elisabeth Borne. Plutôt qu'une aide financière pour faire le plein, les LR réclament une baisse des taxes. En France, on est les champions du matraquage fiscal et après on fait des chèques. On fait l'aumône de quelques chèques à quelques catégories avec des règles totalement incompréhensibles qui en général excluent toujours les classes moyennes. Première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat est en tout cas au centre des tractations au Parlement, avec une bataille d'amendements en perspective sur le projet de loi du gouvernement. Voilà, reportage signé Fabien Recker. Évidemment, je vous présente mes invités pour ce tout premier débat. Anne-Charlotte Bézina, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous êtes Thomas. Constitutionnaliste, maître de conférence en droit public. Émilie Zapalski, bonsoir, bienvenue à vous aussi, communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Mathieu Souquier, bonsoir Mathieu, bienvenue. Bonsoir. Essayiste, auteur de 2022, La flambée populiste. C'est coécrit avec Damien Fleureau et c'est publié chez Plomb. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia. On démarre donc sur ce thème du pouvoir d'achat. Il y a un double enjeu, le plus important évidemment, c'est pour les Français les plus précaires, pour ceux des classes moyennes aussi qui font des sacrifices. Et puis, Anne-Charlotte Bézina, il y a aussi l'enjeu du nouvel équilibre politique. C'est celui qu'on va le plus commenter ici. Et là, c'est intéressant de scruter à la fois la stratégie du gouvernement et des oppositions. Comment vont-ils se positionner là dans les prochaines 48 heures? En effet, la première chose qu'on a eue à l'esprit, c'est se dire un texte sur le pouvoir d'achat pour commencer. C'est une bonne chose puisque le pouvoir d'achat est quelque chose qui va apparaître unanime. À partir du moment où on parle de social, on a le sentiment d'offrir des cadeaux aux Français et ça passera mieux. Or, pourtant, on se rend compte que de droite, de gauche, du milieu, on n'a pas du tout la même conception du pouvoir d'achat et des aides qu'on peut y apporter. Donc, on commence déjà un petit peu mal sur ce premier texte, notamment avec cette force de contre-proposition qu'utilise l'opposition au lieu d'amender le texte. Alors bon, je suis heureuse d'entendre de la voix de la NUPES que justement, ils entendent passer par la voie de l'amendement, mais on a aussi quand même, par exemple, le groupe LR qui envoie des propositions. Donc, c'est dangereux pour l'opposition. Ça doit se faire au Parlement. Ça doit se faire au Parlement. C'est le rôle du Parlement. Et c'est surtout, ça ne doit pas se faire par des propositions de loi. Il faut amender le texte existant pour proposer des modifications sur l'existant pour que l'ensemble soit cohérent. Si on fait des contre-propositions de loi, on perd beaucoup de temps. On sait en plus que les propositions de loi de l'opposition n'ont absolument aucune chance d'aboutir. Donc on perd du temps. On est vraiment dans l'obstruction parlementaire. Pour être utile, ça va être compliqué quand même de se mettre d'accord aussi sur un certain projet social, surtout avec un groupe NUPES qui est important, puisque on est aussi dans un contexte, il ne faut pas l'oublier, où l'économie souffre beaucoup et où donc il va falloir finalement, Bruno Le Maire l'avait dit, notamment avait joué un petit peu la reconduction de son ministère sur cette question-là, la fin du quoi qu'il en coûte et la fin de ce qu'il appelait l'argent magique. Donc le discours de réalité va devoir être martelé, celui aussi du pouvoir d'achat mérite évidemment des négociations, mais c'est sur ce test-là qu'on va voir comment majorité et opposition vont savoir travailler ensemble. Oui, ça sera un bon test. Émilie Zapalski, c'est intéressant, c'est que les deux enjeux dont je parlais, celui réel du pouvoir d'achat et de ce que les Français vont avoir comme conséquence, comme nouveauté, et puis celui du jeu politique, ils sont en miroir. C'est-à-dire que les stratégies des politiques, elles se construisent
pour frapper l'opinion, pour ne pas décevoir l'opinion. C'est ça qui est passionnant. Oui, tout à fait. Il y avait quand même, avant le pouvoir d'achat, il y a eu une petite tentative sur l'IVG pour inscrire ça dans la Constitution en écho à ce qui se passe aux États-Unis. Et puis, vu que rapidement, ça n'a pas fait consensus même au niveau de la majorité, en tout cas par la voix de François Bayrou, on sent que ça a été un petit peu mis sous le tapis. C'était une proposition de loi d'Aurore Berger, si je me souviens bien. Mais on voit bien, en effet, que là, les enjeux sont clairement politiques et pourtant, ça répond à une des préoccupations principales des Français et une réalité de la situation économique et sociale des Français à l'heure actuelle. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Alors évidemment, chacun prend position. Là, on est juste avant le match. On est en train de se montrer les muscles avant de rentrer dans le match, vraiment dans l'arène, parce que chacun essaie de garder sa position d'opposant majeur. Alors la NUPS, évidemment, qui fait un tir groupé quand même, proposition de loi. C'est la deuxième fois, puisqu'ils sont en tir groupé aussi sur la motion de censure. Et puis aussi les Républicains, qui auraient pu jouer un petit peu plus l'alliance avec le gouvernement et qui pas du tout dit « Ah mais non, nous on veut pas de chèque ». D'ailleurs, on l'a entendu par Olivier Marleix. Donc, ils cherchent à vraiment se différencier, avoir une proposition autre. Moi, je trouve que c'est pas inintéressant parce que vous parliez de projet de société. C'est là qu'on peut commencer à discuter en disant est-ce qu'on met des mesures en effet qui sont temporaires, des dispositifs? Est-ce qu'on met quelque chose de plus pérenne? C'est une occasion rêvée pour la NUPS de remettre en avant, et vous l'avez dit, vous disiez on a le programme encore de la NUPS, mais c'est pas le programme de la NUPS, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est le programme du candidat à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. C'est une espèce de rampe de lancement. Oui, c'est quand même assez malin parce que c'est fait. Je suis assez d'accord, pardon de vous interrompre, c'est que si on est programme contre programme, on n'est pas dans dans la construction parlementaire. Donc, c'est un démarrage. Moi, je pense que c'est un démarrage. C'est ce que les Français ont demandé, qu'il y ait des discussions au Parlement. C'est un peu les pré-discussions, c'est les préliminaires avant qu'on passe vraiment aux discussions au Parlement. Juste après Mathieu. Je parlais vraiment de la forme, notamment par amendement plutôt que par proposition, où là je trouve que on est plus constructif. Ils ont eu un gouvernement qui pendant un quinquennat n'a pas accepté la plupart des amendements. Donc c'est une façon un petit peu de faire la nique et de dire voilà, on va pas faire comme vous nous avez refusé de faire pendant 5 ans. Sauf que ça ne nous a pas échappé, on l'a commenté à de nombreuses reprises, la situation elle a légèrement changé, Mathieu Souquier, avec cette situation de majorité relative. Mais je rebondis sur ce que vous dites sur la stratégie pour l'instant commune de la NUP, qui annonce une motion de censure. Tous les partis de la NUP vont y participer à l'OET. On est déjà, le premier message, c'est non, on n'est pas là pour co-construire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais tout ça rappelle précisément que la politique, c'est du clivage en réalité. Ouais. Le clivage est de retour. Et évidemment, on rêve tous, en tout cas, une majorité de Français rêvent d'une politique qui se construirait de façon différente, de façon beaucoup plus apaisée, de façon moins clivante. Or, en réalité, il y a des clivages. Et aux législatives, encore une fois, les Français n'ont pas voté pour une majorité relative. Il se trouve que le rapport de force a abouti. Le rapport de force dans l'opinion a abouti à ce qu'il y ait une majorité relative. Mais en réalité, vous avez des gens qui ont voté pour la France insoumise, des gens qui ont voté pour l'extrême droite, des gens qui ont voté pour Macron, et donc à la fin, ça fait un jeu d'équilibre différent. Et la nouveauté, c'est ça. C'est non seulement la majorité relative, on en parle beaucoup, mais au-delà de la majorité relative, le fait nouveau, c'est l'entrée au Parlement de forces d'opposition radicales. On a les deux en même temps. On a la majorité relative et on a la gauche radicale qui était déjà présente, très présente dans les débats parlementaires, mais beaucoup plus nombreuse. Et on a par ailleurs l'extrême droite, fait nouveau, qui est là et qui va investir le champ parlementaire. Alors qu'il y a dans l'ADN, dans le corpus idéologique de l'extrême droite, l'antiparlementarisme. Là, on voit que pour la première fois dans notre histoire récente et même plus longue, l'extrême droite va devoir jouer un rôle parlementaire. Et de ce point de vue-là, ce dont on causait sur la question du pouvoir d'achat est assez révélateur. Effectivement, le pouvoir d'achat, c'est la question la plus consensuelle du monde. C'est pas une préoccupation parmi d'autres, c'est la préoccupation écrasante, largement écrasante depuis des mois et des mois. On l'a vu pendant la présidentielle. Ça perdure évidemment avec le contexte global. Donc c'est la question la moins clivante du monde. Et pourtant, pour aborder la question la plus consensuelle et la moins clivante du monde, on voit bien que tout le monde n'a pas du tout les mêmes réponses. Qui finance en fait les gains de pouvoir d'achat? Est-ce que c'est le salarié lui-même en faisant, comme le propose par exemple le groupe LR, un rachat de ses RTT? C'est-à-dire que je monétarise, je valorise, je monnaie mes RTT, ou est-ce que c'est précisément une augmentation de salaire imposée à l'ensemble des entreprises comme le propose la France insoumise? Évidemment que les réponses ne sont pas les mêmes à des questions semblables. Mais vous l'avez dit en préambule de votre prise de parole, c'est le
clivage politique, c'est-à-dire que c'est une politique de droite versus une politique de gauche. Il me semble qu'Emmanuel Macron gouverne à droite. Ce que je voulais dire là, c'est que ça illustre cette passe d'armes avant même le débat parlementaire, avant même que le projet de loi ne soit même discuté, posé, écrit. Ça illustre deux méthodes différentes de communication politique pour, l'effet est toujours le même, impacter l'opinion publique et donc fédérer un plus grand nombre de Français autour de son projet, parce que c'est ça la bataille politique aussi. Et donc, du côté de la France Insoumise et de la NUP, pour le moment, on a décidé d'aller dans les médias, de faire de l'agite-prop. C'est une méthode qui a été déjà efficace, ça existe depuis les années 70. Et puis du côté du Rassemblement national, parce qu'il y a l'histoire du Rassemblement national, on a décidé d'utiliser l'Assemblée pour se normaliser et donc d'avoir un pouvoir contestataire à l'intérieur de l'hémicycle. Et c'est ce type d'opposition qui va s'installer, me semble-t-il, au moins au début du quinquennat. Quelle est la plus efficace, Thomas? Je n'en sais rien. Il faudra ensuite demander l'avis des Français, parce que finalement, ce programme, pourquoi j'ai un peu discuté pendant le passage du sujet, parce que ce programme de LFI, c'est un peu la même rengaine que Jean-Luc Mélenchon à Matignon, c'est-à-dire que on a envie de leur dire, vous n'êtes pas au gouvernement, vous n'êtes pas au pouvoir, donc ça ne sert à rien à chaque fois de nous resservir un programme. C'est bien de dire à l'antenne aussi ce qu'on dit pendant les sujets ou en coulisses. Moi, je trouve ça très important. Il n'y a pas deux axes de discussion. Alors, vous l'avez dit les uns et les autres, il y a effectivement un thème consensuel, mais beaucoup de propositions différentes. En voici une, elle est signée Marine Le Pen. C'était en sortant de son rendez-vous avec la Première ministre la semaine dernière, quand Elisabeth Borne recevait les chefs de parti ou de groupe à l'Assemblée. On écoute Marine Le Pen. J'ai rappelé à la Première ministre que je souhaitais évidemment la baisse des taxes sur l'énergie, le gaz, l'électricité, le fuel et le carburant, et qu'il m'apparaissait qu'il était beaucoup plus cohérent de le faire par l'intermédiaire de la baisse de la TVA que de le faire par l'intermédiaire de chèques dont la mise en œuvre me paraît mettre une nouvelle fois à l'écart les classes moyennes et me paraît d'application complexe. Alors, c'est vrai, Mélisa Palski, qu'il y a quand même un petit risque d'usine à gaz. Oui. Et puis on voit, là, moi j'ai vu juste un décret qui est paru samedi pour aider les entreprises les plus touchées par les augmentations. C'est vrai qu'il faut quand même être très bien réveillé et bien en forme pour comprendre exactement tous les critères d'éligibilité. Mais la mesure que propose Marine Le Pen, elle a aussi ça comme inconvénient, c'est qu'elle n'est pas du tout ciblée. Donc là, c'est pour tout le monde. Donc elle est injuste. Donc elle est injuste. Et c'est vrai que ce que Bercy est en train d'essayer de faire dans les propositions, c'est de cibler davantage les gens qui en ont le plus besoin, à la fois parce qu'ils conduisent davantage et parce qu'ils sont les plus modestes. On ne peut pas leur retirer ça. Mais simplement, moi, je pointe quelque chose, et vous l'avez dit, le RN, c'est les plus constructifs dans le Parlement. En tout cas, dans leur communication. Déjà, ils ont mis des cravates. Pour l'instant, ça n'a pas commencé. Non, mais en tout cas, dans la communication, on sera constructif, on votera quand ça nous paraîtra normal. Et je pense qu'à terme, et d'ailleurs, ça a déjà commencé un petit peu à discuter, ça peut poser un problème à ce gouvernement et à cette majorité relative, comme une espèce de collaboration, d'ailleurs je dis ce mot, je ne sais pas pourquoi, mais il me vient comme ça, avec le Rassemblement national un peu trop marqué. Parce que si le Rassemblement national laisse voter des lois ou participe à des lois, ça voudrait dire que finalement, comme vous le disiez, Emmanuel Macron gouverne non seulement beaucoup plus à droite que son en même temps n'avait promis, mais même quelquefois va piocher à l'extrême droite des voix. Et c'est ce qu'on a commencé à voir dans l'entre-deux tours des législatives où il n'y avait pas de consigne de vote, et là récemment avec des ministres et des députés qui disaient mais bien sûr, si les votes des RN viennent vers nous, on ne va pas les refuser, mais c'était plutôt un petit peu lancer la perche de ce côté-là. Alors, dans ce gouvernement Borne 2, Laetitia, il y a un personnage qui est très important aussi sur cette question du pouvoir d'achat. Alors, ce n'est pas un nouveau venu que vous avez choisi sur lequel vous avez choisi de faire un focus, c'est évidemment Bruno Le Maire. Oui, parce qu'avant tous les autres, hier, avant même l'annonce officielle de l'Élysée, il a confirmé qu'il restait en poste. C'était sur la matinale de France Inter. On l'écoute. Ministre de l'économie et des finances, vous devriez l'être encore ce soir après le remaniement. C'est pas un scoop absolu que de dire cela ce matin. Ce n'est pas un scoop. Ouais, donc vous restez effectivement, il n'y avait pas de suspense insoutenable vous concernant. En tout cas, les secrétaires d'État passent et vous restez, Bruno Le Maire. Oui. Oh, que vous dire d'autre? Non, rien, c'est une première d'annoncer soi-même qu'on reste avant le secrétaire général de l'Élysée, mais c'est ainsi.
Bon, ce n'était pas le secrétaire général de l'Élysée cette fois, c'était un communiqué, mais c'est vrai, c'est une première. Le communiqué est tombé 3 heures après cette interview. Une façon de marquer son pouvoir ou tout simplement de répondre aux questions de la journaliste, quoi. Me semble quand même que c'est une façon de se distinguer du peloton, quitte à froisser le château. Je ne sais pas si Emmanuel Macron était au courant, mais en tout cas, Bruno Le Maire a décidé et a montré qu'il voulait occuper une place dans le gouvernement Borne 2. Alors déjà, il voulait Matignon quand même, Thomas. Ça lui est passé sous le nez. Il a compris que c'était une femme qui devait être à Matignon, mais il veut jouer un rôle pivot. Alors, bien sûr, il capitalise sur son rôle de second du commandant du bateau pendant la crise Covid. Il a secondé Emmanuel Macron qui a mené ce paquebot France pendant la crise du Covid. Et surtout, il est un des ministres, on en parlait à l'instant, qui sera sur le devant de la scène, puisque il est un des ministres phares, fondamental pour cette loi sur le pouvoir d'achat, préoccupation numéro 1 des Français. Hypothèse que j'émets ici, il va se positionner, Bruno Le Maire, comme un vice-premier ministre, exactement comme l'avait fait Pierre Bérégovoy avec Édith Cresson. Oui, et Pierre Bérégovoy qui lui aussi espérait Matignon après Michel Rocard et qui avait lui aussi atterri à Bercy d'ailleurs. Exactement, et depuis Bercy, il avait surveillé Édith Cresson d'un œil, je vais vous dire, il ne l'avait pas quitté des yeux, il était même en embuscade d'ailleurs, il n'hésitait pas de façon publique à contrecarrer, à contredire la Première ministre sur telle ou telle orientation économique. Et après le court règne d'Édith Cresson à Matignon, c'est lui, Pierre Bérégovoy, qui avait pris le poste. Alors, Bruno Le Maire, bien sûr, joue sa partition là pour le second quinquennat. Thomas, évidemment, dans le gouvernement Borne 2, peut-être 3, peut-être 4, nous verrons plus tard. Mais bien sûr aussi pour 2027, il sait, comme tous, qu'il y a la succession d'Emmanuel Macron qui est déjà ouverte. Anne-Charlotte Bézina, ça ouvre un chapitre que l'on va consacrer maintenant à la question du vote de confiance et de la légitimité finalement de la Première ministre. Est-ce qu'elle se pose d'autant plus cette question qu'Elisabeth Borne a décidé de ne pas solliciter la confiance? Alors, sur le terrain de la légitimité, c'est vrai que je pense qu'il faut déjà couper court à toute question de bien élu, mal élu. Voilà, on est dans une démocratie. À partir du moment où les Français ont voté, c'est un gouvernement, un parlement est légitime. Ça, c'est une première évidence. Pour la question ensuite du caractère, j'ai envie de dire, tenable, gérable, gouvernable de la suite... On a connu, sous la Ve, des premiers ministres qui ont rompu la tradition de la présentation de la confiance. Le premier, c'est Georges Pompidou en 1966, qui nous fait tout un cours de droit constitutionnel en interprétant l'article 49 de manière totalement anticonstitutionnelle, en nous disant « Eh bien, j'ai le choix, je décide que j'opterai ou non pour ce choix de la confiance ». Depuis, la coutume s'est installée. Donc, voilà, elle a gardé son choix. C'est vrai que numériquement, on ne voit pas trop comment elle aurait pu obtenir la confiance dans ces circonstances. Donc, c'est un choix de sécurité, puisque ça renverse la charge de la preuve. En quelque sorte, d'ailleurs, Pompidou, en 67, à nouveau, ne présente pas la confiance et dit à François Mitterrand, avec un ton tout à fait goguenard, mais j'attends votre motion de censure. Donc on inverse complètement en disant, si l'opposition s'allie, tant pis, je tombe, mais sinon je gouverne par défaut. C'est quand même risqué. Parce que sous la Ve République, à chaque fois qu'on a fait cela, on a dans les 5-6 mois, dû représenter la confiance, soit par un 49.3, soit par de nouvelles déclarations de politique générale. Et donc, il est toujours important pour un gouvernement d'avoir sa base parlementaire. Il faut le dire, dans tous les autres régimes parlementaires, sauf le régime français, le gouvernement émane directement le leader du parti majoritaire. Donc ce problème ne se pose pas. Ici, en France, continuer à gouverner sans avoir aucune alliance autour de soi, de son Parlement, ça va être quand même très complexe. Mais elle a une confiance relative. Elle a une confiance relative. La majorité est relative. Voilà. Donc il faut que ce soit gouvernable. Donc il faut voir comment elle va pouvoir allier autour d'elle. On le sait, avec LR, et ils vont naviguer texte par texte. Voilà, il y a le projet de loi de finances, par exemple, comment on va faire mais c'est vrai que solliciter la confiance, il y avait un double piège, soit de voir les oppositions se coaliser, même si elles disent le contraire, on n'est pas à l'abri d'un retournement, ou alors de passer, mais avec une abstention du Rassemblement national, ce qui, en termes d'image, n'était pas non plus idéal. Mathieu Souquier, qu'est-ce qu'on peut attendre du discours de politique générale d'Elisabeth Borne? Peut-être une ligne politique qui nous échappe un peu depuis quelques mois. Est-ce que vous diriez ça? Il y a deux choses. Il y a deux choses à clarifier, ou en tout cas à affirmer. Une ligne politique et par ailleurs une forme d'autorité malgré tout de la Première ministre, qui à ce stade quand même en réalité en manque
compte tenu des circonstances de sa nomination et ensuite des 2 mois de flottement. On fait beaucoup le parallèle quand on parle en ce moment de majorité relative et de vote de la confiance avec la situation de 1988. Et Olivier Véran, hier lui-même, en conférence de presse après le Conseil des ministres, faisait le parallèle en disant on ne va pas le faire, mais d'ailleurs c'est tout à fait normal de ne pas le faire, Rocard, Bérégovoy, etc. En 1988, effectivement, même avec cette majorité relative, la situation politique est radicalement différente. François Mitterrand est réélu, largement réélu avec 54% des voix. Il est tonton, il est très haut dans les enquêtes d'opinion, et donc sa légitimité à lui n'est absolument pas entamée. Et mieux, Michel Rocard à Matignon est la personnalité politique préférée des Français à ce moment-là. Et c'est même l'opinion qui en était à imposer sa présence à Matignon à François Mitterrand, qui n'en voulait pas forcément. Donc on a 2 têtes de l'exécutif qui sont à l'époque parfaitement légitimées. Or, on se pose le débat aujourd'hui alors que précisément Elisabeth Borne, je cherchais son nom, est faible. On a compris qu'encore une fois, elle n'était pas le premier choix du président de la République, d'abord pour Matignon. On a ensuite compris que les choses flottaient pendant quelques semaines, qu'on ne savait pas si elle serait là quelques jours seulement après. Et puis ensuite, encore une fois, il y a cette question de la ligne politique, totalement confuse, non pas parce que Emmanuel Macron n'a pas eu de programme, on dit Emmanuel Macron n'a pas présenté de programme aux Français. C'est faux, il a présenté un programme extrêmement technique, extrêmement précis, avec une conférence de presse interminable, mais au premier tour, avant le premier tour, sa ligne politique était de centre droit, voire même de droite. Mais après, la confusion vient de ça, vient du fait qu'il a changé de programme dans l'entre-deux tours. Et donc on est passé de la retraite à 65 ans à la planification écologique. Et on ne sait pas du coup ce que Mme Borne va faire. Moi, j'ai l'impression qu'on entre dans une autre dimension. Parce qu'en effet, il y a eu beaucoup de déceptions. Emmanuel Macron n'a pas réussi à avoir les équipes qu'il voulait. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont pas eu les coalitions qu'ils estimaient peut-être envisageables. Et d'un coup, on est dans un principe de réalité, simplement. On arrive avec des gestionnaires. C'est pas un gouvernement, c'est des gestionnaires, en fait, de la France. Et je pense que c'est à l'image d'Elisabeth Borne, qu'on a dit très efficace, très technocrate. Ils vont prendre les dossiers au fur et à mesure. Ils vont prendre les projets de loi en voyant qui peut éventuellement les voter. C'est plus du en même temps, c'est ni queue ni tête, c'est-à-dire que ça va être sans ligne réellement. La ligne, elle sera très opportuniste, ou même, c'est même plus de l'opportunisme, parce qu'à la limite, le en même temps, on pouvait se dire que c'était de l'opportunisme politique intelligent. Là, c'est par défaut. Par défaut, on va voir qui est prêt à voter quoi. On se pose la question de la ligne, mais peut-être à droite. Le programme d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas été tout le temps à droite. Dans l'entre-deux tours de la présidentielle, elle était clairement beaucoup plus écolo et beaucoup plus à gauche. Oui, mais la droite n'est pas anti-écologique. Enfin, je veux dire. Alors, pas tous en même temps. Juste pour terminer. Là, on ne comprend plus. Non, mais juste pour terminer, moi, je me suis dit, finalement, mais c'est pas idiot. La France, elle est en plein bouleversement. Pourquoi pas, finalement, une équipe. Alors, c'est peut-être pas une équipe de choc et d'action, c'est une équipe peut-être pragmatique, un peu à l'image de Bruno Le Maire qui a essuyé en effet la crise Covid, qui a avancé au fur et à mesure, qui a mis en place le quoi qu'il en coûte. Peut-être que c'est une époque où la France a besoin de ça, de plus de calme. Alors l'Assemblée va être beaucoup plus agitée avec d'autres propositions, mais pourquoi pas? Et de toute façon, il n'y a pas le choix, puisqu'il n'y a pas ni les personnalités, ni des coalitions, et pas de ligne directrice, parce que moi je suis pas d'accord. Je trouve que la ligne directrice, je suis plutôt d'accord avec vous Thomas, elle est pas du tout claire. Elle se précise que en fonction de qui est prêt à voter. C'est tout ce qui est, c'est la seule clarté que je vois dans le programme. On revient à la première victoire, à la première élection de la facette, Macron, c'est-à-dire on distribue, voilà, ou en même temps. Alors, je vous propose d'entendre la réaction de Bruno Retailleau sur la composition de ce gouvernement Borne numéro 2, le président du groupe LR au Sénat. C'était ce matin sur CNews. C'est surtout ce remaniement, le fait qu'Emmanuel Macron n'est plus attractif. Il y a beaucoup de ministres pourtant, il y en a plus de 40, mais c'est entre soi, donc c'est un dosage entre les différentes formations de la majorité. Nous allons être dans l'opposition, texte par texte bien sûr, mais ce sera une opposition d'intérêt général. Simplement, ce gouvernement, encore une fois, ce qui est important désormais, c'est la ligne, c'est le cap. Pendant 5 ans, le en même temps nous a privés de cap, cela a abîmé le pays, et maintenant il va falloir réformer enfin. Alors, je ne reviens pas sur le cap, on vient d'en débattre, mais sur l'attractivité, Anne-Charlène Bézina, est-ce que vous êtes en partie d'accord avec Bruno Retailleau? Est-ce que finalement, il n'y a pas eu ce souci d'attractivité, peut-être notamment pour faire venir des personnalités de la société civile? Combien de temps va durer ce gouvernement Borne numéro 2? Prendre des coups, la haute autorité sur la transparence de la République? Bref, on ne va pas faire toute la liste, mais est-ce qu'il y a un manque d'attractivité pour vous? 3 choses. La première, c'est qu'il y a un mauvais signe, c'est le retour d'anciens
ministres de la formation 2017. Où là, on a le sentiment, en effet, qu'on va plutôt faire confiance à des anciens. Donc c'est vrai que le côté nouveauté est un peu en berne. Deuxième chose, il y a aussi l'idée de recomposer sa majorité avec les nuances de sa majorité. Et ça, c'est pas nouveau sous la Ve République, parce que vous avez l'exemple de 67, par exemple, où la majorité gaulliste doit vraiment se centriser pour essayer d'éponger les velléités de Valéry Giscard d'Estaing, et où voilà, on recrée un peu une famille gaulliste, centriste, etc. Et où finalement, comme on sent que la majorité est courte, il faut arriver à déjà jouer ce qui est jouable, c'est-à-dire que toutes les nuances de ensemble s'entendent jusqu'à la fin. Avant d'élargir sa majorité, il faut la consolider. Exactement. Avant d'élargir sa majorité, il faut la consolider. Et puis, le troisième point, c'est que l'absence d'attractivité, elle est un peu... Dans l'ère du temps, en général, il y a une défiance envers la politique, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Autriche, etc. Et donc, ça devient de moins en moins facile d'entrer au gouvernement, parce qu'il y a beaucoup d'impératifs à remplir en plus. Il y a les différentes exigences de la majorité, de l'ouverture à droite à gauche, la parité, le caractère technique de ce nouveau gouvernement et la bataille parlementaire. Alors, on aurait pu jouer l'effet d'opinion. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on pouvait s'attendre, c'est-à-dire se dire, bon, bah, comme l'effet parlementaire d'ouverture ne pourra pas exister, au moins qu'au niveau de l'opinion, on ait quelques effets waouh, comme on aime bien maintenant, je ne sais pas, vulgariser ce propos, d'effets waouh. Et c'est vrai qu'on n'en a vraiment pas eu. Donc, quelque chose de sécure pour la tempête. On va parler de la motion de censure tout de suite et j'appelle Quentin Calmet à nous rejoindre. Bonsoir Quentin. Bienvenue. La NUP a donc décidé de lancer cette motion de censure. Elle sera votée a priori par tous les députés de la coalition. Voilà, c'est ça. Il aura fallu à peu près 24 heures de discussion au sein de ces 4 groupes parlementaires qui composent la NUP. La France insoumise avait dégainé très tôt, dès hier, en apprenant qu'Elisabeth Borne ne se soumettrait pas à un vote de confiance. Mathilde Panot avait tweeté « Madame Borne, on ne maltraite pas la démocratie impunément. Nous vous ferons donc venir de force devant le Parlement. Dès ce mercredi, nous déposerons une motion de censure contre le gouvernement. » Et donc cet après-midi, ces députés de la NUP ont réuni la presse, salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, pour présenter leur motion et insister sur l'unanimité des groupes. Écoutez Mathilde Panot. Nous voulons réaffirmer le principe, qui est un principe démocratique de base, qui est celui que la Première ministre doit demander devant l'Assemblée nationale un vote de confiance. Et que donc nous ne pouvons pas laisser passer le fait que parce qu'elle n'a pas de majorité, parce qu'elle, en quelque sorte, elle se voile les yeux sur le résultat de ces élections législatives et du choix qui ont été faits par le peuple français, eh bien elle refuse de demander cette confiance. Donc ce n'est pas lié même, je dirais même, à son discours, même si évidemment nous aurions beaucoup de choses à dire sur cette question-là, mais c'est sur une question de principe, puisqu'elle nous refuse le vote de confiance, nous lui répondons donc avec une motion de défiance. Donc la NUP sera unie, a priori. Jusqu'au bout, on se demandait quelle serait l'attitude de certains députés au sein de cette coalition. Par exemple, on avait vu Valérie Rabault, la nouvelle vice-présidente socialiste de l'Assemblée nationale, qui exprimait des doutes. C'était hier soir sur notre antenne. Écoutez-la. Une motion de censure, nous en débattrons demain lors de la réunion du groupe socialiste et apparenté. Effectivement, si elle n'est pas votée, ça conforte le gouvernement. Vous la votez si elle est libre, je dirais demain matin que je n'y suis pas favorable lors de ma réunion de groupe. Si mon groupe décide de s'y associer, je serai loyale. Donc vous la voterez avec le groupe PS si toutefois il décidait de s'y associer. Ce sera décidé demain. Une gauche finalement unie, mais cette motion de censure a-t-elle une chance d'aller au bout? Non, effectivement. La motion, elle est définie dans l'article 49 de la Constitution, 49.2. Pour rappel, il faut que 58 députés, c'est-à-dire 1/10 des membres de l'Assemblée nationale, signent ensemble une motion pour qu'elle soit soumise au vote. Mais la marche est très haute pour les opposants au gouvernement pour ensuite la faire adopter. Pour rappel, la majorité absolue à l'Assemblée nationale se situe à 289 députés. C'est le nombre de votants à atteindre pour barrer la route à Elisabeth Borne. Mais a priori, la NUP ne rassemble que 147 députés. Et les autres groupes d'opposition ont déjà annoncé qu'ils ne voteront pas la motion de censure venue de la gauche. Ça a été dit par exemple par Annie Genevard pour les LR. Même chose pour le Rassemblement national. Sébastien Chenu l'a dit sur notre antenne, c'était ce matin.
n'arrive pas dans une institution pour commencer par tout casser et vouloir destituer un gouvernement, parce que remplacer Madame Borne par Madame Borne bis, ça n'a aucun intérêt. Donc on va prendre acte de ce qu'elle raconte, on va voir jusqu'où nous on peut faire monter nos propositions, et c'est comme ça qu'on se définit une opposition qui s'oppose mais qui construit. Voilà. La motion donc pourrait être examinée dans les prochains jours. Elle permettra aux députés de gauche de réaliser une forme de coup politique. Paradoxalement aussi, Thomas, elle renforce également Elisabeth Borne car elle démontre qu'une majorité n'existe pas pour la démettre de ses fonctions. Effectivement, merci Quentin. Mathieu Souquier, les oppositions vont se compter, ça va servir à ça, cette motion de censure. Et c'est tout le paradoxe que vous pointiez, c'est-à-dire que la principale force d'opposition, qui là en l'occurrence est unie, au moins elle fait la démonstration de son union sur cette question tout à fait fondamentale pour rentrer dans le débat parlementaire. La principale force d'opposition va apparaître comme affaiblie puisque précisément elle ne va pas réussir son pari politique. Alors elle le sait dès le départ, c'est une question de posture, mais il est incontestable que pour partie en tout cas, elle rend un peu service à Elisabeth Borne parce qu'on va parler de l'échec de la motion de censure. Ouais. Et la question, Émilie Zapalski, l'une des questions, alors on a eu la réponse avec Sébastien Chenu, mais elle va se poser plusieurs fois sur certainement d'autres textes ou d'autres motions. Le RN va-t-il voter avec LFI? Est-ce que ça arrivera une fois? C'est très étonnant quand même d'entendre Sébastien Chenu, ses propos très constructifs, très calmes, très... Voilà, oui, et tous sont à cette image, c'est-à-dire d'être dans la construction, collaboration de textes ou quoi. Donc ça va être très intéressant et très délicat, il me semble, pour la majorité. Là, c'est justement le RN s'extrait de ça et comme vous le disiez, ils auraient pu voter contre, s'il y avait eu un vote de confiance, s'opposer à ça. Mais là, ils ne choisissent pas de se mettre à côté de la NUPS. Bien au contraire, on reste dans une opposition beaucoup plus raisonnable, raisonnée. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même à noter parce que beaucoup pensaient que la NUPS allait être terminée à peine les élections législatives terminées, que c'était vraiment éphémère juste pour marquer le coup. On voit quand même qu'ils ont réussi à proposer une candidature commune pour la commission des finances, réussie jusqu'à quand on ne sait pas, mais avec Éric Coquerel, avec ses petits soucis d'accusation, à voir s'il reste là. Mais en tout cas, ils ont réussi cet exploit-là. Ils réussissent là à grouper pour cette deuxième fois. On peut dire que ça commence à représenter quelque chose. Moi, je ne suis pas si sûre. Alors oui, peut-être ça conforterait Elisabeth Borne parce que cette motion de censure, c'est sûr qu'elle ne passera pas. Mais quelque part, ça les positionne quand même et ça leur permet, encore une fois, de proposer leur projet de société. C'est le seul qui est véritablement différent par rapport à ce que propose Emmanuel Macron. Les Républicains un peu amendés et le Rassemblement national sur d'autres aspects, oui, mais pas sur globalement la ligne. Donc, quelque part, ça leur permet quand même de proposer un projet de société et de communiquer énormément dessus. Et encore une fois, les images sont importantes de voir Mathilde Panot avec tout le monde autour, même les plus rétifs comme Barrot. C'est quand même marquer des points sur une espèce d'opposition groupée qui s'organise. Alors, vous parliez notamment des questions et des dossiers d'accusations d'agression sexuelle. On va ouvrir un dernier chapitre dans ce débat sur ce qui me semble intéressant, c'est comment les partis politiques peuvent gérer ou pas ces dossiers en interne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a ces accusations qui ont été lancées aujourd'hui par Taha Bouaf, ce début mai, je vous le rappelle, après des accusations d'agression sexuelle. Il avait retiré sa candidature législative en justifiant son renoncement par les attaques racistes dont il faisait l'objet. Il charge aujourd'hui la France Insoumise et Clémentine Autain dans un long texte dans lequel il demande la clarification et la vérité. Je vais le citer. « Je me suis tenu silencieux pour ne pas nuire à la campagne de l'union de la gauche car il y avait urgence à priver la Macronie d'une majorité absolue. Maintenant, c'est l'heure de la clarification et de la vérité. » Taha Bouaf affirme que Clémentine Autain lui a demandé d'invoquer les attaques racistes et de retirer sa candidature. Il raconte également, et c'est là que je trouve c'est vraiment intéressant, que LFI ne lui a pas permis de se défendre. Je le cite de nouveau. Que dire d'une procédure qui ne pose aucune question, n'opère aucune vérification, ne donne aucune possibilité de se défendre, pire, qui ne permet même pas à la personne accusée de connaître les faits qu'on lui reproche. C'est la version de Taha Bouaf. Pour l'instant, LFI, Jean-Luc Mélenchon ou Clémentine Autain n'ont pas réagi. Laetitia. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Une fois ce tweet, parce que c'est comme ça que Taha Bouaf communique par tweet, c'est sur Twitter aussi qu'il s'est fait connaître. Une fois ce tweet posté, quelle sera la conséquence? Est-ce que LFI va réagir? Est-ce que LFI... Je trouve qu'en fait, le procédé est un peu étrange. C'est-à-dire qu'on prend à témoin l'opinion publique, la communauté de Twitter, certes, mais après, comme les médias relais,
toute l'opinion publique est prise à témoin. Est-ce que, par effet de ricochet, est-ce que la pression sera telle que la France insoumise va l'accueillir ou pas ? Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de réaction de LFI. Moi, je voudrais orienter le débat, pardon, c'est intéressant, mais orienter le débat sur la question des procédures internes. Je commence avec vous, Émilie Zapalski. Ce que dénonce Tabouas, encore une fois, on n'a pas la version d'LFI. Peut-être qu'ils vont dire que ça s'est passé autrement. Mais lui dit, face à des accusations, finalement, je ne sais même pas de quoi on m'a accusé. Est-ce que c'est aux partis politiques eux-mêmes de gérer ces affaires ou est-ce qu'il ne faut pas systématiquement saisir la justice, point, barre. Et moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, en effet, parce que si ce qu'il dit est vrai, il est accusé, il ne sait pas de quoi. A priori, les faits sont assez graves, mais la justice n'est pas du tout dans le coup. Donc, il y a des interrogations. On a l'impression qu'on est reparti dans des choses... c'est de l'ordre du soviétisme, quoi, où c'est complètement noir et on sort que ce qu'on veut sortir qui nous intéresse ou qui nous arrange. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème, alors que ça soit LFI en interne ou autre, il y a un vrai problème de traitement de ces questions-là. Je comprends pas, en entreprise, on arrive à traiter, il y a des guides, il y a des procédures, on écarte les gens, on fait des enquêtes internes, mais au moins il y a de la communication, il y a de l'information, il y a une espèce de process global. Pourquoi en politique on n'y arrive pas ? Je trouve que c'est très déstabilisant, c'est pas la première fois qu'on a des cas. Alors là, c'est un cas où il est accusé, il a pas de réponse. La plupart du temps, c'est vous êtes accusé, mais il se passe rien, on nomme des ministres accusés de viol et on s'en fiche, on attend juste le dernier remaniement pour les retirer. Je trouve qu'il y a un véritable problème et qu'on devrait se poser la question, mais pas forcément que LFI, pas forcément qu'Emmanuel Macron et son gouvernement qui était bancal à cause de ça et qu'il est d'ailleurs toujours un peu pour d'autres raisons, sur d'autres personnalités. On devrait se poser la question de savoir si on peut pas régler les choses au niveau politique parce que ça peut pas durer comme ça. Anne-Charlène Bézina, est-ce qu'on est dans une espèce de no man's land juridique là ? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs points. D'abord, la question des investitures. Il y a évidemment toujours une commission d'investiture au sein d'un parti pour choisir qui représentera dans les circonscriptions. Donc ça, c'est tout à fait légitime et évidemment qu'il faut que ça existe puisque c'est du ressort vraiment de la compétence du parti. Et c'est notamment à ce stade-là que la candidature a bloqué. Sur le deuxième point, la question de savoir s'il faut traiter les violences sexistes et sexuelles au sein d'organismes internes comme l'a créé LFI, ma réponse de juriste sera évidemment négative parce que je pense qu'on ne peut pas organiser nécessairement de préfiltrage juridictionnel. Alors, vous faisiez le parallèle avec l'entreprise. Fiscal, on le fait pour... je ne comprends pas pourquoi les femmes, ça bloque. Fiscale, la haute autorité de la transparence est vraiment juste une autorité administrative indépendante qui vérifie des conditions qui ont été posées par la loi. Alors encore faudrait-il que la loi saisisse de la question, c'est encore autre chose et du coup ça vaudrait pour tous les partis politiques et on serait dans un principe d'égalité. Ici, l'idée qu'un organisme interne s'auto-décrète récepteur de la parole des femmes, n'étant composé que de femmes, dans des conditions qui ne sont ni clarifiées dans le statut, ni textualisées nulle part, moi, me pose franchement un problème, notamment parce que, troisième point, on se défend uniquement sur le terrain médiatique, et c'est la question du média que vous posiez, mais parce que l'attaque est médiatique, la réponse est donc médiatique, donc le court-circuitage se fait au niveau de la justice. Et c'est dangereux pour la présomption d'innocence, pour les droits de la défense, pour la valeur de la parole des femmes, et pour la manière dont on aura de traiter ce sujet dans l'avenir, à mon sens. C'est ce que je voulais terminer là-dessus, et je vais vous donner la parole, Mathieu. Croire la parole des femmes, c'est évidemment le principe de base, surtout quand elles sont plusieurs à raconter des faits similaires. Il y a d'autres dossiers médiatiques, notamment, qui montrent ça, des modes opératoires qui se répètent. Mais il faut être quand même un peu lucide, Mathieu Souquier. C'est aussi une arme politique. Ces dossiers peuvent devenir des armes politiques. Donc, on ne peut pas les analyser en faisant abstraction de cette dimension-là. Alors, pour le coup, et c'est tout le problème, parce qu'on traite d'un sujet qui, là encore, précisément, est hautement consensuel. Personne, en fait, tout le monde est pour la libération de la parole des femmes, à quelques exceptions près quand même, et on est tous d'accord pour se dire il faut que collectivement on s'organise pour pouvoir traiter le mieux possible, en fait, ces cas qui sont des cas émergents. C'est-à-dire qu'avant, encore une fois, le couvercle était bien posé sur la cocotte, et donc ça n'existait pas. Et heureusement, aujourd'hui, désormais, on est tous absolument d'accord. La cocotte déborde, et c'est ça la difficulté. Je ne trouve pas, en fait, qu'il y ait de grandes confusions autour de cette affaire. D'abord, encore une fois, un parti politique, une organisation est fondée à avoir ce type d'instance, comme aujourd'hui on demande à un certain nombre d'entreprises d'assumer un certain nombre de responsabilités, de mettre en place des cellules d'écoute, etc. Personne ne trouve ça anormal, et personne d'ailleurs ne demande à ces instances de se substituer à la justice. C'est juste une instance de régulation interne, mais ça peut donner ce sentiment. Mais en l'occurrence, c'est pas ça. Encore une fois, tous ceux qui sont salariés d'une entreprise et qui peuvent être confrontés à des faits de harcèlement, qu'ils soient moral ou sexuels, peuvent tout à fait être confrontés à ce type d'instance dans une entreprise, parce qu'une entreprise aujourd'hui est considérée comme ayant une responsabilité sur le sujet, indépendamment de ce que la justice peut par ailleurs faire. Et dernier élément sur cette affaire, il n'y a pas de confusion. Depuis le départ, évidemment, ça flotte un peu pour une raison simple que Clémentine Autain a rappelé dès le départ. Là où les plaignantes
on fait valoir un certain nombre de faits, tout en demandant l'absolue, l'intégrale confidentialité autour du sujet. Et donc, en réalité, la France insoumise a demandé... Non, je crois qu'il y a... Mais il y a un mensonge parce que, quelque part, on lui a demandé... Enfin, officiellement, on a déclaré que c'était parce qu'il était trop agressé sur des questions racistes. Donc, ça crée quand même beaucoup de confusion. Mais n'entretenons pas nous-mêmes la confusion. Depuis le départ, encore une fois, les plaignantes ont demandé à ce que cette affaire ne soit pas... Oui, mais est-ce qu'on est obligé de raconter un mensonge pour ça? Pour le faire partir et dire... Là, ça décrédibilise complètement la parole des femmes, je suis désolée. Mais non, à partir du moment où les plaignantes elles-mêmes demandent à ce que cette affaire ne soit pas posée sur la place publique, comment faites-vous? Je ne dis pas du tout que la France insoumise a adopté la bonne position, mais comprenons collectivement en fait la difficulté, la sensibilité du sujet et la difficulté dès lors que les plaignantes elles-mêmes refusent que ce soit sur la place publique. Sauf que ça signifie en droit qu'on installe un principe de prévention qui en soi peut se défendre, c'est-à-dire à partir du moment où quelque chose naît, eh bien c'est trop tard, on désinvestit la personne. Mais moi je trouve qu'il y a quand même un contentieux avec les droits de la défense parce que précisément si on garde la confidentialité mais qu'on garde la sanction avec, du coup il y a quand même un problème pour l'autre partie qui il y a des choses à travailler là-dessus, en tout cas, le consensus est réel, vous avez raison. Et c'est très intéressant, et ça ouvre un débat peut-être qu'on refera dans cette émission, parce qu'on n'a pas fini. Et heureusement que la parole se libère de l'évoquer, notamment pour la politique. Merci à tous encore une fois d'avoir participé à ce débat. Mathieu, je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Damien Fleureau, 2022, La flambée populiste, publié aux éditions Plomb.